Charles Vanel, qui rêvait de devenir marin, remporte un de ses premiers grands succès au cinéma muet dans Pêcheur d'Islande, Jacques de Baroncelli, 1924. Au cours des années, le comédien a su, par son jeu basé sur une force intérieure peu commune, surmonter toutes les modes. Son nom est synonyme de qualité et sa seule présence au générique valorise même un film de moindre importance. Son talent internationalement reconnu s'est aussi bien illustré en France qu'en Allemagne ou en Italie. Il a été une personnalité d'une grande discrétion, mais toujours de premier plan. Sa carrière d'une surprenante longévité ne peut qu'imposer respect et admiration. L'Âtre, 1922, La Maison du Mystère d'Alexandre Volkov, Les Croix des Bois, Les Misérables, 1933, Abus de confiance, Le ciel est à vous, La ferme du pendu, 1945, Le salaire de la peur de Clouzot, La mort en ce jardin, 1956, L'aîné des fers chauds, 7 morts sur ordonnance, 1975. Charles Vanel s'est aussi essayé à la mise en scène avec un réel talent dans La nuit, 1929. Propos recueillis en mars 1982, enregistrement par nos soins en août 2024, texte intégral. Au cœur du cinéma muet, en 1924, Pêcheur d'Islande a été considéré comme un événement. De plus, il fait date dans la filmographie de Jacques de Baroncelli. Toujours à l'époque muette, vous êtes le partenaire d'un être de légende, Ivan Moussioukine. Quelle impression avez-vous gardé de lui ? À l'image de nombreux Russes blancs installés en France, Ivan Moussioukine parlait avec difficulté notre langue, raison de son échec à se maintenir en haut des affiches lors de l'avènement du parlant. Sur le tournage de Tempête, nos rapports ont été excellents. Dans cette production Albatros de Sacha Kamenka, chez qui j'ai tourné également, La Maison du Mystère, réalisée l'année suivante par un autre Russe blanc, Alexandre Volkov, mise en scène par Robert Baudriot, nous étions rivaux. Je me souviens d'ailleurs d'une scène assez violente où nous luttions en un long corps à corps au-dessus d'une falaise. Je jouais alors le vilain, le méchant. À la veille du sonore, vous prêtez votre talent à l'une des figures les plus notoires de l'histoire, Napoléon. J'ai incarné ce personnage à 2 reprises et paradoxalement, à chaque fois en Allemagne. Le premier, Waterloo, tourné en 1929 par Karl Grune, présentait l'empereur accablé par la défaite. Quant au deuxième film, je ne m'en souviens plus. Par rapport aux autres acteurs de l'entre-deux-guerres, vous vous situez comme un comédien sobre. La plupart, en effet, avaient tendance à être, à mon goût, un peu trop théâtraux. En ce qui me concerne, je n'avais pas, du moins je pense, un jeu outré. Par exemple, dans Les affaires sont les affaires, que mon ami Jean Dréville a réalisé en 1942, je crois avoir été à la hauteur du personnage, sans trop en rajouter. Étiez-vous à la recherche d'un certain naturel ? Je ne recherchais rien de précis. Pourquoi rechercher quelque chose ? J'étais moi-même, tout simplement. Au cours de cette période, les producteurs ne se plaisaient-ils pas à vous cataloguer dans les compositions de Marie Trompé ? Les rôles étaient ainsi. Régulièrement dans ce métier, les acteurs jouent des personnages en série. J'ai interprété l'équipage d'Anatole Litvak, Vertige d'un soir de Tourjansky et Légion d'honneur de Maurice Glaise, parmi beaucoup d'autres, calqués sur la même psychologie d'un caractère. Gaby Morlet a été souvent votre partenaire, notamment dans Maison de danse et Accusé, levez-vous de Maurice Tourneur. Quelle précision pouvez-vous nous apporter sur sa personnalité ? Les rares films diffusés par la télévision, où elle est la vedette, me procurent un grand bonheur. Gaby était à la fois une grande artiste et une femme de cœur. À plusieurs reprises, en effet, nous nous sommes donné la réplique, en particulier dans Vertige d'un soir, que j'affectionne tout spécialement. Sans doute sa présence, tour à tour vive et frêle, provoquait-elle un heureux contrepoint avec ma façon de jouer. C'est en tout cas ce qui plaisait aux spectateurs. Ceux qui ont connu le meilleur du cinéma d'avant-guerre évoquent avec votre nostalgie une autre ambiance. Quel est votre sentiment ? Il existait entre camarades de la corporation une véritable amitié
et une grande confiance, à mon avis déterminante dans un métier aussi difficile que le nôtre. Quitte à passer pour rétrograde, je tiens à dire que je regrette cette époque. Elle était basée sur une réciprocité de rapports que je ne retrouve plus. Parlons de vos différents metteurs en scène. En premier lieu, il est peut-être logique de citer Jean Dréville, qui vous a souvent choisi comme interprète. Dréville est un cinéaste que je respecte profondément pour une raison majeure. Il connaît son métier de A à Z. De plus, né perfectionniste, il soigne le moindre détail, ce qui correspond tout à fait à la direction dans laquelle je comprends notre profession. Nos caractères se soudaient parfaitement et nous avons fait, je crois, 5 films ensemble, dont La ferme du pendu, drame paysan de premier ordre, entrepris tout de suite après la Libération. Incontestablement, Dréville appartient à la race des grands metteurs en scène et je ne comprends pas pourquoi il ne tourne plus. Il aurait eu tant de choses encore à nous faire partager. Réalisé par Jean Grémillon, Le ciel est à vous, a compté pour les Français de l'occupation. Raoul Ploquin s'est battu pendant 1 an pour donner le jour à ce film. Il a en effet beaucoup marqué les esprits. Et si nous y formions, Madeleine Renaud et moi, le couple français idéal, symbole de la lutte et du courage face à l'occupant, nous étions également les moteurs d'un héroïsme quotidien qui plaçait ainsi nos personnages dans une optique populaire. Jean Grémillon était un cinéaste talentueux qui savait parfaitement ce qu'il voulait. Depuis quelques années, il a droit enfin à la place qu'il mérite auprès des cinéphiles. Henri-Georges Clouzot et son film Le salaire de la peur ont marqué aussi leur époque. Considéré à juste titre comme un génie du 7e art, Clouzot était un artiste de valeur et j'ai toujours énormément de plaisir à revoir ses œuvres. Notre entente au départ avait été difficile. Pourtant, il n'a pas manqué de me redemander par la suite le policier dans ce film noir surprenant qu'elle est diabolique, l'avocat de la vérité, et une figuration pour son dernier film, La prisonnière. Pour ce qui est plus précisément du salaire de la peur, il s'agit certes d'un bon film, il vient d'être repris avec succès, ce qui ne m'étonne guère. Comparativement, que pensez-vous d'un film moins connu comme Le diable souffle d'Edmond Gréville ? Je n'ai pas l'impression que cette histoire ait laissé dans les esprits un souvenir impérissable. Il est très rare qu'un film, s'il ne rencontre pas de succès à sa sortie, soit redécouvert par la suite. Quelquefois, nous pouvons trouver ces oublis regrettables. Réputé pour ses atmosphères prenantes, Pierre Chenal vous a dirigé dans Rafle sur la ville. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas davantage travaillé, car Chenal était un authentique professionnel. La guerre lui a été fatale, mais à son retour, il aurait pu de nouveau conquérir les écrans. Bizarrement, cette renaissance ne s'est pas produite et petit à petit, il s'est arrêté, ce qui est bien dommage pour nous tous. Avez-vous un bon souvenir de Courrier Sud, le film de Pierre Billon ? Ce fut effectivement un tournage très attachant. Héroïne de cette histoire de Saint-Exupéry, Jeannie Holt est une actrice de talent avec laquelle j'ai eu le plaisir de jouer. Je retrouvais pour la circonstance Pierre-Richard Vilm, jeune premier romantique qui bénéficiait d'une vogue exceptionnelle et trouvait là un très beau premier rôle. 2 ans plus tôt, il avait été le légionnaire tragique du Grand Jeu, film où nous étions dirigés par un grand monsieur du cinéma, Jacques Feder. Récemment, la nouvelle de la mort de Pierre m'a profondément attristé. Si vous avez été dirigé par les plus célèbres metteurs en scène, vous-même, vous vous êtes aussi placé derrière la caméra, une facette de votre carrière que peu de gens connaissent. Je n'ai réalisé que 2 films, l'un muet intitulé Dans la nuit en 1929 et l'autre un court-métrage parlant, Affaires classées, au tout début des années 30. Mon travail de metteur en scène me plaisait et m'intéressait, car il demande une certaine minutie. De plus, la technique et l'écriture forçaient ma curiosité et incontestablement, je trouvais ça plus complet que d'être simplement acteur. Avec la mise en scène, vous êtes seul à bord. C'est cela qui importe. Alors qu'un comédien se voit trop souvent réduit à l'état de pion, quel que soit son rôle, sur un plateau.
Pourquoi ne pas avoir continué? Certes, j'ai regretté de ne pas avoir poursuivi dans cette voie, mais cela nécessitait trop d'histoires avec trop de gens m'entraînant dans des combinaisons auxquelles j'aurais aimé ne pas prendre part. Traiter des affaires ne relève pas de ma véritable nature. En général, je n'aime pas discuter, du moins de cette façon bien particulière. Avez-vous recherché le végétariat? Je m'en moquais éperdument. La satisfaction de jouer et de bien faire mon métier était ma seule raison d'être. Vous avez ainsi deviné que, pour moi, devenir comédien représentait une véritable vocation. J'étais amené à respecter la saveur d'un texte, ce qui est certainement le plus grand bonheur d'un artiste. Vous avez la réputation de faire des blagues. De temps en temps, il faut aussi savoir se distraire. Si je me permettais parfois quelques farces, c'était de toute façon très sérieusement. Pour qui gardez-vous avec les années votre admiration? Si je distingue théâtre et cinéma, je vous citerai dans le premier cas Lucien Guitry, le père de Sacha, qui était un monsieur d'une classe et d'une humanité dont ma mémoire n'a jamais perdu l'intensité. Au cinéma, je porte une nette préférence à l'égard d'Harry Bor, mon partenaire dans le film de Raymond Bernard, Les Misérables. Dans cette œuvre, où il a si admirablement personnifié Jean Valjean, et bien d'autres, je trouve qu'il savait se mouvoir naturellement, bien davantage à mon sens que Rému, autre monstre sacré célèbre. Parallèlement à ce métier, quels sont les autres arts qui vous touchent? Je suis très réceptif à la peinture, surtout celle des vieux maîtres. Par contre, je n'aime pas la musique classique. Je dirais même qu'elle m'ennuie profondément. Si un jeune acteur vient vous voir, vous qui avez connu toute l'histoire du cinéma, que lui conseillez-vous? Le plus sage conseil que je pourrais lui donner est qu'il cherche un autre emploi le plus vite possible. Notre profession, si belle soit-elle, peut se montrer impitoyable. Ainsi entraîne-t-elle un nombre incalculable de crève-la-faim. Car en fait, combien existe-t-il de comédiens? Et en comparaison, combien travaillent réellement? Le pourcentage est infime, d'où un chômage considérable. C'est pourquoi il ne faut pas se leurrer. Une poignée d'acteurs seulement réussissent à ne pas sombrer. Et si le talent ou le succès ont leur importance, la chance a le dernier mot. Vous avez su évoluer à travers 60 ans de carrière. Quel est votre secret? Je ne peux vous répondre qu'une chose. Le public est seul juge. C'est lui qui, toute ma vie, m'a parrainé et qui, de ce fait, a influencé ma destinée. Afin de se renouveler et pour ne pas être prisonnier de quelques stéréotypes, il est bien cependant qu'un acteur ait plusieurs cordes à son arc. Quelles sont, à votre avis, les carences de notre cinéma moderne? La plus grave vient du fait que le nombre des metteurs en scène et aussi des scénaristes, je parle des personnages de qualité, se rétrécit continuellement. Les frères Prévert, Henri Janson, Albert Valentin furent de réels auteurs au service de l'image. Ils savaient écrire des dialogues en fonction d'un sujet et des acteurs qu'ils avaient à leur disposition. Dorénavant, ce ne sont que des petites histoires sans grand intérêt, mettant uniquement en relief les états d'âme de quelques intellectuels.